Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avancez droit vers quelque chose, confiant, sûr de vous, et soudain, vous réalisez que c'était exactement ce qu'on voulait que vous fassiez. Ce moment où votre confiance se transforme en terreur, parce que vous comprenez que chaque pas vous a rapproché du piège parfait. La plupart des gens ne voient jamais venir le coup fatal. Ils marchent droit dedans, convaincus qu'ils contrôlent la situation. Mais, et si je vous disais qu'il existe une bataille où 20 000 hommes sont tombés dans le piège le plus parfaitement orchestré de l'histoire militaire, où leur propre arrogance est devenue l'arme qui les a détruits? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un génie tactique a transformé la confiance de ses ennemis en leur sentence de mort. Et le plus troublant, les principes utilisés dans ce piège peuvent vous apprendre à reconnaître quand vous êtes manipulé dans votre propre vie. Préparez-vous, car cette histoire va vous montrer que, parfois, avancer est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le 9 août 2016 avant Jésus-Christ, dans la forêt de Teutobourg en Germanie, le général romain Publius Quinctilius Varus se tenait à la tête de 3 légions romaines, 17 000 légionnaires d'élite, plus 3 000 auxiliaires et cavaliers. La plus puissante machine militaire que le monde antique ait jamais connue. Le matin était brumeux, humide, cette brume épaisse qui colle à la peau et rend l'air difficile à respirer. Les arbres massifs de la forêt germanique s'élevaient comme des colonnes sombres disparaissant dans un plafond de feuillage si dense que même à midi la lumière du soleil ne perçait qu'en minces rayons obliques. La colonne romaine s'étirait sur près de 15 kilomètres, une longue ligne serpentant entre les arbres, vulnérable, exposée. Mais Varus ne s'inquiétait pas. Pourquoi l'aurait-il fait? Rome n'avait jamais perdu contre les barbares germaniques. Ses légions avaient conquis la Gaule, écrasé les Celtes, soumis l'Hispanie. Ces Germains, avec leurs peaux d'animaux et leurs armes primitives, n'étaient qu'un autre peuple destiné à s'agenouiller devant l'aigle romaine. À côté de Varus chevauchait Arminius, prince de la tribu des Chérusques, citoyen romain, officier auxiliaire de l'armée impériale. Arminius avait servi Rome pendant des années, combattu dans ses rangs, appris ses tactiques, gagné la confiance totale du commandement romain. Varus le considérait comme un ami, un barbare civilisé qui comprenait la supériorité de Rome. Ce que Varus ne savait pas, ce que personne dans cette colonne marchant vers sa mort ne savait, c'est qu'Arminius était l'architecte du piège le plus parfait jamais conçu contre une armée romaine. Si vous commencez à ressentir l'inquiétude de cette situation apparemment normale qui cache quelque chose de terrible, laissez votre like pour soutenir la chaîne et aider d'autres personnes à découvrir ces leçons qui peuvent les sauver de leur propre piège. Votre soutien permet de continuer à raconter ces histoires qui révèlent comment les désastres sont construits étape par étape. La situation stratégique qui avait conduit Varus dans cette forêt était le résultat de décennies d'expansion romaine en Germanie. Après la conquête de la Gaule par Jules César, Rome avait poussé ses frontières au-delà du Rhin, établissant des forts, collectant des impôts, imposant la loi romaine aux tribus germaniques. L'empereur Auguste rêvait d'étendre l'empire jusqu'à l'Elbe, créant une nouvelle province qui doublerait la richesse et la puissance de Rome. Varus avait été envoyé en Germanie avec un mandat clair, transformer ce territoire sauvage en province romaine civilisée. Il appliquait les méthodes qui avaient fonctionné partout ailleurs, impôts lourds, justice romaine stricte, punitions sévères pour la résistance. Varus était un administrateur, pas un général de combat. Il avait servi en Syrie où sa brutalité dans la collecte des impôts était légendaire. Il croyait que les Germains réagiraient, comme tous les autres peuples conquis, avec résignation et soumission graduelle face à la puissance écrasante de Rome. Ce qu'il ne comprenait pas, ce que son arrogance romaine l'empêchait de voir, c'est que les Germains n'étaient pas comme les autres peuples. Ils préféraient mourir libres que vivre soumis. Et dans Arminius, ils avaient trouvé un leader qui comprenait Rome assez bien pour la détruire. Arminius était un homme pris entre deux mondes. Né prince germanique, il avait été envoyé à Rome comme otage dans sa jeunesse, garantie de la loyauté de sa tribu. Là, il avait reçu la citoyenneté romaine, une éducation militaire complète, et avait servi avec distinction dans les légions. Il connaissait les tactiques romaines mieux que la plupart des Romains. Il savait comment les légions combattaient, comment elles marchaient, leurs forces et surtout leurs faiblesses. Mais Arminius n'avait jamais oublié qu'il était germanique. Chaque humiliation que Rome infligeait à son peuple, chaque impôt collecté, chaque exécution publique pour maintenir l'ordre, alimentait une rage froide qu'il cachait derrière un masque de loyauté parfaite. Pendant des mois, il avait travaillé en secret,
voyageant entre les tribus, les unifiant dans un but qu'aucun Germain n'avait jamais accompli auparavant, une alliance massive pour détruire les légions romaines. L'enjeu dépassait largement cette forêt. Si Arminius réussissait, il prouverait que Rome pouvait être vaincue, que ses légions invincibles pouvaient être anéanties. Toute la frontière nord de l'Empire tremblerait. Les tribus de la Gaule au Danube se soulèveraient. L'expansion romaine en Germanie s'arrêterait net et peut-être même que Rome serait forcée de se retirer derrière le Rhin. Pour Rome, une défaite ici signifierait la fin du rêve d'Auguste d'un empire s'étendant jusqu'aux confins du monde connu. La préparation du piège avait pris des mois de manipulation psychologique brillante. Arminius avait commencé par des rapports de rébellion fictive dans le nord. Des messagers arrivaient au camp de Varus avec des nouvelles urgentes. Une tribu se soulevait, une autre attaquait des colons romains. La situation exigeait une intervention immédiate. Varus, confiant dans sa supériorité militaire, décida de marcher avec ses 3 légions pour écraser cette rébellion avant qu'elle ne se propage. Arminius lui-même offrit de guider les Romains par le chemin le plus court, à travers la forêt de Teutobourg. Voici ce que les chroniques ne racontent pas sur l'erreur fatale de Varus. Un officier romain plus expérimenté, Ségestès, père de la femme d'Arminius, avait essayé de prévenir Varus qu'Arminius tramait une trahison. Mais Varus avait ri de ses avertissements. Arminius, son ami, son officier le plus loyal, impossible. L'arrogance romaine ne pouvait pas concevoir qu'un barbare, même éduqué à Rome, puisse être assez intelligent pour tromper un administrateur impérial. Cette sous-estimation serait mortelle. Pendant ce temps, Arminius avait positionné ses forces avec une précision chirurgicale. Plus de 20 000 guerriers germaniques étaient cachés dans la forêt, divisés en groupes qui attendraient le signal pour attaquer. Ce n'était pas une horde désorganisée, mais une armée coordonnée avec un plan tactique spécifique. Ils avaient passé des semaines à préparer le terrain, abattant des arbres pour créer des barrages naturels qui forceraient les Romains à ralentir, creusant des fosses cachées, préparant des positions fortifiées sur les crêtes qui dominaient le chemin que les Romains emprunteraient. Chaque détail avait été calculé pour transformer la forêt elle-même en arme contre les légions. Les conditions que Varus avait acceptées étaient parfaites pour le massacre. La colonne romaine marchait en ordre de marche, pas en formation de combat. Les légionnaires étaient mélangés avec les chariots de bagages, les familles qui suivaient l'armée, les esclaves, le bétail. Ils s'étiraient sur 15 kilomètres dans un chemin étroit, où impossible de former les lignes de bataille serrées qui faisaient la force de Rome. La pluie avait commencé à tomber le matin du 9 août, transformant les chemins en boue glissante. Les soldats peinaient sous le poids de leur équipement, 60 livres de armure, armes, provisions. Leur visibilité était réduite à quelques mètres dans la forêt dense et la brume. Ils ne pouvaient pas voir ce qui les attendait dans les arbres de chaque côté. Le premier jour de l'attaque commença presque innocemment, comme si la forêt elle-même testait les Romains avant de les dévorer. Des flèches commencèrent à tomber de nulle part, émergeant du brouillard pour trouver des cibles dans la colonne romaine. Pas une salve massive, mais un tir continu, méthodique, qui tuait un homme ici, un autre là, créant une anxiété croissante sans jamais offrir un ennemi visible contre lequel riposter. Les légionnaires tentèrent de former leurs boucliers en testudo, la formation tortue qui les protégeait normalement. Mais sur ce terrain étroit et inégal, la coordination était impossible. Varus ordonna à la colonne de continuer à avancer. C'était exactement ce qu'Arminius voulait. Chaque kilomètre que les Romains parcouraient les enfonçait plus profondément dans le piège. La forêt se refermait derrière eux, alors que des guerriers germaniques émergeaient de leurs cachettes pour bloquer toute retraite. Les attaques s'intensifièrent progressivement. Des groupes de Germains surgissaient soudainement des arbres, frappaient un segment isolé de la colonne, tuaient une douzaine de soldats, puis disparaissaient dans la forêt avant que les Romains ne puissent organiser une contre-attaque. C'était une guerre d'usure psychologique autant que physique. Les légionnaires ne combattaient jamais un ennemi en formation ouverte où leur discipline et leur entraînement supérieur auraient fait la différence. Ils mouraient, par petits groupes, incapables de voir leurs assaillants, incapables de riposter efficacement, leur morale s'effritant à chaque flèche qui trouvait sa cible. La pluie continuait, transformant tout en cauchemar boueux. Les Romains glissaient, tombaient, perdaient leur formation déjà précaire. Leurs armures, si efficaces sur un champ de bataille ouvert, devenaient un fardeau mortel dans cette forêt où la mobilité était plus importante que la protection. Les Germains, combattant en tenue légère avec des armes courtes parfaites pour le combat rapproché dans les arbres, avaient tous les avantages.
Il connaissait chaque centimètre de ce terrain. Il pouvait se déplacer silencieusement là où les Romains faisaient un vacarme qui annonçait leur position. La nuit tomba sur un spectacle de terreur croissante. La colonne romaine avait perdu toute cohésion. Des centaines de soldats étaient morts ou blessés. Les survivants tentaient désespérément de construire un camp fortifié, mais le terrain ne le permettait pas. Ils passèrent la nuit dans la boue et le sang, écoutant les cris des blessés abandonnés dans la forêt que les Germains torturaient pour briser le moral romain. Varus commençait enfin à comprendre qu'il avait été trompé, que la rébellion n'avait jamais existé, que toute cette marche n'était qu'un prétexte pour les attirer là où Rome ne pouvait pas les sauver. Attendez un instant. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti exactement comme ça? Réalisant soudain que vous marchiez droit dans quelque chose de terrible, que tous les signes étaient là mais vous ne les avez pas vus parce que vous étiez trop confiant, trop sûr que vous contrôliez la situation? Cette sensation que quelqu'un a joué avec vous depuis le début et vous n'avez rien vu venir? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent maintenant et qui ont vécu ça, qui se sont fait piéger par leur propre confiance. Vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails si vous ne le voulez pas, mais laissez-moi vous demander quelque chose. Écrivez dans les commentaires, juste comme ça, très simplement. J'ai marché dans le piège mais j'apprends à voir les signes. Sérieusement, copiez et collez ça. J'ai marché dans le piège mais j'apprends à voir les signes. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que vous exprimer. Vous laissez un message pour quelqu'un d'autre qui va le lire dans une semaine, dans un mois, qui est peut-être en train de marcher dans son propre piège en ce moment même, et qui verra votre commentaire et saura qu'il n'est pas seul, que d'autres ont survécu à cette expérience. Votre commentaire peut sauver quelqu'un aujourd'hui, et en même temps, vous vous engagez à être plus vigilant. Alors allez-y, mettez la vidéo en pause maintenant, descendez et écrivez. J'ai marché dans le piège, mais j'apprends à voir les signes. Je vais lire chaque commentaire, je vous le promets. Vous n'êtes pas seul. Maintenant, laissez-moi continuer à vous montrer comment cette histoire se termine, parce que ce qui vient ensuite va vous apprendre exactement comment reconnaître un piège avant qu'il ne soit trop tard. Le deuxième jour fut celui où l'espoir romain mourut complètement. Varus ordonna de brûler tous les chariots de bagages, tout équipement non essentiel, dans une tentative désespérée d'accélérer la marche et d'échapper à la forêt. Mais Arminius avait anticipé cela aussi. Le chemin devant eux était bloqué par des barricades massives d'arbres abattus, forçant les Romains à ralentir, à se disperser, à devenir encore plus vulnérables. Les attaques germaniques s'intensifièrent jusqu'à devenir un assaut constant. Ce n'étaient plus des escarmouches, mais une bataille continue où les Germains surgissaient de partout, frappaient avec une férocité sauvage, puis se retiraient avant que les Romains épuisés ne puissent organiser une défense cohérente. Les légions tentèrent plusieurs fois de former leur ligne de bataille traditionnelle, mais le terrain rendait cela impossible. Sur un champ ouvert, ces 3 légions auraient massacré 20 000 guerriers germaniques. Ici, dans cette forêt cauchemardesque, leur discipline et leur formation supérieure ne servaient à rien. Ils mouraient comme des bêtes piégées, incapables d'utiliser les tactiques qui avaient conquis le monde connu. Arminius lui-même apparut finalement, jetant le masque de loyauté qu'il avait porté pendant des années. Il se tenait sur une crête dominant le chemin romain, visible pour les légionnaires qu'il avait considérés comme leurs alliés. Sa voix porta à travers la forêt alors qu'il criait, en latin parfait, leur disant que Rome était finie en Germanie, que leurs os blanchiraient dans cette forêt comme avertissement éternel contre l'arrogance impériale. Les soldats romains qui le reconnaissaient ressentirent quelque chose de pire que la peur de la mort, la trahison absolue. La réalisation qu'ils avaient été joués depuis le début par quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé. La psychologie de cette révélation fut dévastatrice. Les légionnaires comprirent qu'ils n'avaient jamais eu aucune chance, que chaque décision qu'ils avaient prise les avait rapprochés de ce moment, que leur confiance en leur supériorité avait été l'arme utilisée contre eux. Le moral s'effondra complètement. Des centurions vétérans, hommes qui avaient combattu dans 20 batailles, commencèrent à perdre espoir. Des cohortes entières se désintégrèrent, alors que les soldats jetaient leurs armes et tentaient de fuir, seulement pour être traqués dans la forêt et massacrés. Le 3e jour ne fut qu'une longue agonie. Varus, blessé et désespéré, comprit que tout était perdu. Plutôt que de subir la capture et l'humiliation d'être exhibé comme trophée germanique, il se jeta sur son épée. Plusieurs de ses officiers supérieurs firent de même. Leur suicide marqua la fin de toute résistance organisée.
Les légions cessèrent d'exister en tant qu'unité militaire et devinrent simplement des groupes de survivants désespérés chassés à travers la forêt. Regardez, je sais que vous n'êtes pas ici juste pour l'histoire. Vous êtes ici parce qu'à un moment de votre vie, vous avez aussi marché dans quelque chose sans voir les signes. Vous êtes fait avoir par votre propre confiance. Et vous savez ce que j'ai appris en étudiant ces batailles? Que les plus grandes catastrophes arrivent quand on refuse de voir les avertissements, parce qu'on pense qu'on est trop intelligent pour se faire piéger. Si vous voulez continuer à recevoir ces histoires qui vous apprennent à reconnaître les pièges avant qu'il ne soit trop tard, qui vous montrent les patterns qui précèdent les désastres, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte des histoires réelles qui révèlent comment les gens se font manipuler et comment éviter les mêmes erreurs. Et écoutez, ce n'est pas seulement de l'histoire, ce sont des leçons de survie pour vos propres batailles. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Appuyez sur le bouton rouge en bas et venez rejoindre cette communauté de personnes qui apprennent à voir venir les coups avant qu'ils frappent. Le massacre continua pendant 3 jours complets. Sur 17 000 légionnaires qui étaient entrés dans la forêt, moins de 1000 réussirent à s'échapper et à regagner le Rhin. 3 aigles légionnaires, les standards sacrés que Rome ne perdait jamais, furent capturés et exhibés comme trophées. Des milliers de Romains furent capturés vivants et sacrifiés aux dieux germaniques dans des rituels qui durèrent des semaines. Les corps des morts jonchaient la forêt sur des kilomètres, créant un charnier si massif que 6 ans plus tard, quand une armée romaine retourna sur les lieux, ils trouvèrent encore des ossements blanchis et des crânes cloués aux arbres comme témoignage permanent de la défaite. Les statistiques finales étaient si catastrophiques qu'elles défient l'imagination. Une perte de 90%, la destruction complète de 3 légions d'élite, la plus grande défaite militaire de Rome depuis Cannes 4 siècles plus tôt. Arminius avait accompli ce que personne ne croyait possible. Il avait détruit l'armée romaine invincible en utilisant sa propre arrogance contre elle. La nouvelle de la catastrophe atteignit Rome plusieurs semaines plus tard et provoqua une panique que l'Empire n'avait pas connue depuis des générations. Auguste, l'empereur tout-puissant, fut trouvé se cognant la tête contre les murs de son palais en criant « Varus, rends-moi mes légions ». Les numéros de ces légions, 17, 18 et 19, ne furent jamais réutilisés dans l'armée romaine, comme si leur simple mention portait malheur. Rome abandonna immédiatement tous ses plans d'expansion au-delà du Rhin. La frontière fut établie au fleuve et ne bougea jamais plus. Les conséquences immédiates transformèrent toute la géopolitique européenne. Les tribus germaniques, enhardies par la preuve que Rome pouvait être vaincue, consolidèrent leur indépendance. La Germanie ne deviendrait jamais une province romaine. Cette forêt, cet endroit maudit où 3 légions avaient disparu, devint une frontière psychologique que Rome ne franchirait plus jamais avec confiance. L'effet stratégique se propagea comme une onde de choc. Dans toute l'Europe, les peuples soumis à Rome regardèrent cette victoire et se demandèrent si eux aussi pouvaient se soulever. Rome dut renforcer ses garnisons partout, divertissant des ressources qui auraient pu être utilisées pour d'autres conquêtes. Le rêve d'Auguste d'un empire s'étendant jusqu'à l'Elbe mourut dans cette forêt avec les légions de Varus. L'impact psychologique sur Rome fut profond et durable. L'armée romaine, qui s'était considérée comme invincible, dut affronter la réalité qu'elle pouvait être détruite par des barbares si les conditions étaient bonnes. Une paranoïa nouvelle s'installa dans le commandement militaire romain. Chaque allié barbare devint suspect. Chaque guide local était potentiellement un autre Arminius. La confiance aveugle qui avait permis à Varus de marcher dans le piège fut remplacée par une méfiance qui rendait la diplomatie avec les tribus frontalières presque impossible. Pour Arminius, la victoire fut à la fois totale et tragique. Il avait sauvé la Germanie de la domination romaine et était devenu le héros libérateur de son peuple. Mais les tribus germaniques, incapables de maintenir l'unité après la victoire, retournèrent à leur rivalité traditionnelle. Arminius lui-même fut assassiné par des membres de sa propre tribu quelques années plus tard, victime des jalousies et des luttes de pouvoir qu'il ne put jamais surmonter. Sa victoire préserva la liberté germanique mais ne créa pas la nation unifiée qu'il avait rêvée. Le legado militaire de Teutobourg transcende l'histoire romaine et influence la pensée stratégique jusqu'à aujourd'hui. Cette bataille enseigna que la supériorité technologique et l'entraînement ne garantissent pas la victoire, que la confiance excessive est une vulnérabilité mortelle, que comprendre son ennemi est plus important que le sous-estimer. Les académies militaires modernes étudient encore comment Arminius transforma chaque avantage romain en désavantage, comment il utilisa le terrain, la météo,
La psychologie et la tromperie pour créer une situation où la victoire germanique devenait inévitable. La leçon principale reste terriblement pertinente. Les pièges les plus mortels sont ceux que vous ne voyez pas venir parce que votre arrogance vous aveugle. Varus marcha dans la mort en se croyant invincible, guidé par quelqu'un qu'il avait sous-estimé, sur un terrain qu'il ne comprenait pas, vers une destination qui n'existait que dans son imagination. Chaque étape le rapprocha de l'annihilation et il ne vit jamais les signes parce qu'il était trop sûr de sa supériorité. Cette bataille prouve que la manipulation parfaite exploite non pas la faiblesse de la victime, mais sa confiance excessive. Arminius ne vainquit pas Rome par la force brute, mais en transformant l'arrogance romaine en arme. Il créa une situation où chaque décision logique que Varus prenait, avancer vers la rébellion fictive, faire confiance à son guide loyal, maintenir la marche malgré les attaques, était exactement ce qui le conduisait plus profondément dans le piège. Laissez dans les commentaires quel aspect de ce piège vous a le plus marqué et comment vous allez appliquer ces leçons pour reconnaître quand quelqu'un essaie de vous manipuler. Construisons ensemble cette communauté de personnes qui refusent de marcher aveuglément vers leur propre destruction. Le 9 août 2016 avant Jésus-Christ, dans la forêt de Teutobourg, 17 000 légionnaires romains prouvèrent que l'arrogance transforme la force en faiblesse quand elle rencontre un ennemi qui comprend vos faiblesses mieux que vous-même. Ils démontrèrent que les pièges les plus mortels sont ceux construits sur votre propre confiance excessive, où chaque pas vous semble logique, jusqu'au moment où vous réalisez que vous avez marché droit dans votre propre fin. 3 légions détruites, la frontière de l'Empire fixée à jamais, un rêve impérial mort dans la boue et le sang, et dans cette destruction, une leçon éternelle que la victoire n'appartient pas toujours aux plus forts, mais à ceux qui voient ce que les autres refusent de reconnaître, que parfois avancer est exactement ce qu'il ne faut pas faire, et que sous-estimer son adversaire est l'invitation la plus sûre au désastre.